Nous allons ouvrir ce conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel. Je sais pas si vous m'entendez bien. Non. On a fait. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux. On va faire comme ça. Alors, sur l'appel nominal, donc sous la bac-classe. Ok, pouvoir. Non, on n'a pas de pouvoir pour elle, on est 3 présents sur 7, donc c'est 4 dans ce sens. Ok. Karima Baziz est excusée, représentée par Alain Evenot, Hamid Belagoun, Présent. Linda Bentifraoun, Présent. Sébastien Braillard est excusé, représenté par Fabrice Raoul, Guillaume Charlemagne, Présent. Bruno Courtois, Présent. Manuela Darrozo, Présent. Patrick Duboc, Présent. Julien Dugnol, Salomé Duval est excusé, représenté par Bruno Courtois, Alain Evenot, Présent. Bernadette Coël, Présent. Sébastien Garçon, Présent. Hélène Caffi, Cécilia Cotane, Taner Cotane, Présent. Pascal Lemoine, Présent. Laurence Lefebvre est excusée, représentée par Patrick Deschamps, Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Présent. Fabrice Raoul, Présent. Marion Renaudat, Présent. Denis Sago est excusé, représenté par Julien Dugnol, Julien Salé risque d'être en retard, donc est représenté par Cathy Septi, Cédric Stoclet, Présent. Prijo Tiercy Présent. et Patrick Deschamps. Présent. Je vous remercie. Donc, secrétaire de séance, Pascal Lemoine. Merci beaucoup, Pascal. Alors, nous allons adopter donc le procès-verbal du 20 juin 2023. Je me donne pour voir ce que ça marque. Alors, j'ai 27 votes, 28 votes. 28 votes pour ce donc adopté, je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Donc 28 votes en absence, c'est donc adopté, je vous remercie. Alors, sur la partie des remerciements, nous avons des remerciements de l'association Les Potagers par la voix de Michel Petit pour le soutien apporté par la ville dans l'organisation du concours de pétanque le samedi 26 août dernier. Un remerciement également à toute l'équipe du pôle sport et vie associative. Remerciement également du club de tir à l'arc par la voix de Gilbert Nicolas pour le versement de la dernière partie du montant du contrat d'objectif. Mes chers collègues, pour votre information, sachez que la ville a obtenu le label Ville active et sportive, qui récompense et valorise les villes qui portent des initiatives, des actions, des politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre tout au long de la vie. Ce label récompense les villes qui soutiennent les associations locales, développent des infrastructures, créent des espaces dédiés au sport et aux rencontres entre les habitants. Un label qui est soutenu par l'Agence nationale du sport et placé sous l'égide du Conseil national des villes actives et sportives, composé de l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle sous le patronage du ministère du Sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci donc à Patrick Duboc, conseiller délégué au sport, qui a représenté la ville le 24 août dernier lors de la remise de ce label à Dijon en présence de la ministre des Sports. Merci beaucoup Patrick. Mes collègues, nous allons passer à l'ordre du jour de la présente réunion avec une première délibération de solidarité. Donc une délibération pour le versement d'une aide financière envers les victimes de catastrophes naturelles au Maroc et en Libye. Puisque vous savez, au début du mois de septembre, des catastrophes naturelles sont intervenues d'abord
au Maroc, avec un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 3000 morts, et 2 jours après, en Libye, avec d'immenses inondations qui ont porté des milliers de disparus. Donc il vous est proposé d'accorder un soutien financier exceptionnel d'urgence au Maroc et en Libye pour répondre aux conséquences humanitaires de ces événements. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Il n'y a pas de remarques. Vote pour, je vous en remercie mes collègues, c'est donc adopté. On passe directement à la direction des finances avec quelques délibérations pour Guillaume Charlemagne. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc il s'agit d'une décision modificative numéro 1 sur le budget principal ville. Ce projet de décision modificative s'équilibre à 208 916 € en section de fonctionnement et à 75 544 € en section d'investissement. Concernant les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général au chapitre 11 s'élèvent à 411 213 €, avec les détails qui ne vous sont pas projetés. Au niveau du carburant, 3 500 €, un fonds d'innovation pédagogique d'une valeur de 2 166 €, des fonds d'innovation pédagogique pour notre école de 4 400 € et des entretiens de bâtiments publics pour 401 000 €. Les sommes de 2160 et 4 000 € sont donc nécessaires pour les 2 écoles Pablo Picasso maternelle et Victor Hugo élémentaire. Le réajustement du carburant, lui, est demandé pour la fin de l'année civile. La ligne restante constitue des réserves d'un montant que j'ai évoqué à 400 000 € pour la réparation et l'entretien de bâtiments publics. Les frais personnels inscrits au chapitre 12 s'élèvent à 70 000 €. Cette somme ajuste les crédits en tenant compte de l'augmentation de la valeur du point et de la revalorisation indiciaire depuis le 1er juillet 2023. Le chapitre 14, quant à lui, concerne les atténuations de charges, il correspond à moins 4 164 €. Le prélèvement du Fonds national de péréquation intercommunale et communale, qui sera lui pas effectif au vu de la répartition faite cette année par la métropole Rouen-Normandie. Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles au chapitre 67 pour un total de 33 426 €. Une subvention complémentaire pour le CCAS est demandée pour couvrir les frais en personnel de cet établissement pour les mêmes motifs d'évolution de rémunération que vous pouviez voir sur le tableau projeté. Merci. Concernant les recettes de fonctionnement, au chapitre 13, les accumulations de charges pour un total de 83 487 € permet de régulariser certaines recettes afférentes aux sommes perçues dans le cadre d'accidents du travail, de congés paternité et du remboursement par le budget du CCAS de la somme supplémentaire refacturée des dépenses du personnel. Au chapitre 70, les produits des services, on constate d'une part la baisse des recettes émanant du civil de restauration. En effet, le coût d'un seul agent est désormais refacturé à ce syndicat au lieu de deux. Et d'autre part, la somme de 788 € supplémentaires suite aux besoins sur le budget annexe du transport de cette somme pour couvrir tous les frais de personnel. Au chapitre 731, 40 561 € s'ajoutent aux diverses taxes perçues par l'État, notamment la taxation de la consommation d'électricité qui intègre progressivement la taxe sur la consommation finale d'électricité. Les dotations, subventions et participations au chapitre 34 sont des ajustements nécessaires par rapport aux derniers éléments connus sur les notifications de la dotation de solidarité rurale ou de la solidarité urbaine, sur également la notification et compensation au titre des exonérations. Concernant les recettes d'investissement, au chapitre 10, dont éveille le fonds de compensation pour la TVA a été notifié à la ville, il est inférieur aux attentes de 5 000 €. Au chapitre 13, la subvention d'investissement, des ajustements sont nécessaires suite au fléchage des financeurs sur le projet de rénovation thermique de l'école Victor Hugo. A donc suivi un basculement des recettes attendues vers d'autres financeurs tels que le département Seine-Maritime. De plus, le désengagement de l'État et de la région sur le projet Comtrac a nécessité un nouveau plan de financement auprès de nos cofinanceurs.
La métropole Rouen-Normandie est toujours partenaire important de nos demandes de subventions, puisque près de 320 000 € sont inscrits aux recettes attendues. L'État subventionne le matériel, lui, pour les créations de classes dites flexibles à hauteur de 100%. Concernant le chapitre 41, opération patrimoniale, 2 sommes complètent le mécénat en nature pour cette année, pour les projets de plan track à hauteur de 3 120 € et de la renaturation et de conception du bâtiment accueillant des périscolaires à hauteur de 60 000 € pour Victor Hugo. Les dépenses d'investissement, au chapitre 20, immobilisation incorporelle, la somme de 10 000 € est demandée pour l'achat d'un portail captif qui permettra à tous les publics de se connecter à un réseau privé virtuel, facilitant le télétravail et les manifestations, forum du logement et forum de l'emploi par exemple. Au chapitre 21, immobilisation incorporelle, un total de 2 096 € permettra l'achat de matériel, également pour les classes flexibles. Il vous est donc demandé d'adopter la décision modificative numéro 1 sur le budget principal de la ville, jointe en annexe. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette décision modificative? Oui, merci Monsieur Charmant pour ces explications. Pas beaucoup de remarques, il s'agit plus de mettre en cohérence et d'affiner les prévisions budgétaires du budget primitif dans le fil de l'année. Une question qui portait sur le chapitre 74, j'ai entendu il y a 2 jours le président de la République annoncer des hausses de dotation véritables ou hypothétiques, je ne sais pas. Est-ce que, puisqu'on se disait que c'était dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des informations par rapport à cette déclaration gouvernementale? Aucune. Ma deuxième question portait sur le carburant. J'ai vu qu'on était contraint de rajouter 3 500 € pour le carburant. J'imagine que par rapport à nos prévisions initiales du BP, cela correspondait sans doute en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, à l'augmentation du prix à la pompe payé par la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit bien de cela? Ça marche pas. D'accord. Il y a deux facteurs essentiels, à savoir l'augmentation des prix du carburant. Ça, c'est un facteur conjoncturel. Et puis, le nombre de sorties organisées pendant la période estivale qui a été plus importante, très certainement, que les années précédentes. Cet été, on a eu beaucoup plus d'enfants qui ont fréquenté les structures, donc beaucoup plus de transport pour pouvoir avoir plus d'amour. On s'en réjouit parce que dans les curés, ça peut marcher beaucoup plus d'enfants qui ont fréquenté les structures. Moi, ça me va. Par rapport à ça, ce qui m'étonnait un peu, c'est que finalement, ce qu'on a inscrit au BP en début d'année, plus ce qu'on s'apprête à ajouter ce soir, représente plus de 20% de ce qu'on avait mis au budget de l'année 2022. Ça équivaut, pour vous donner un ordre d'idée, quand même à 800 000 km. 800 000 km, c'est 800 fois Rouen-Marseille. Ça veut dire quand même qu'il y a des questions à se poser sur l'utilisation des transports alternatifs dans la commune. Et j'avais cru que l'arrivée de véhicules électriques aurait forcément contribué à faire baisser ces coûts, qui sont quand même 800 000 km. On parle de quelque chose qui est quand même assez conséquent. Et l'utilisation des transports en commun également. Merci. Sur la réflexion qu'on aurait pu avoir en commission également. Donc, je vous invite à voter sur cette délibération. Juste la position de notre groupe, du coup, sur cette délibération. Nous voterons contre la délibération dans la mesure où nous n'avions pas voté le budget principal. Mais ma remarque sur le carburant est vraiment pas pour être polémique, mais je pense qu'on a un vrai problème sur la gestion du carburant. 20% supplémentaire, ça ne correspond pas à l'augmentation. Quand on a voté le budget primitif en décembre,
Le gazole est à 1,70, aujourd'hui à 1,90, ça fait pas le compte. Donc ça veut dire qu'on explose dans ces consommations, mais en moins de véhicules, en théorie, thermiques. Donc il faut s'interroger rapidement sur cette situation. Très bien, merci. Donc je vous invite à voter sur cette délibération. J'ai donc 20 votes pour, 6 contre, c'est donc adopté, je vous remercie. Même exercice sur le budget avec transport, c'est plus rapide peut-être. Je suis censuré. Oui, je vais être extrêmement rapide. Il s'agit donc d'un dernier ajustement budgétaire qui est nécessaire afin d'amender le chapitre 12, frais de personnel pour 788 € et régulariser en section de fonctionnement des dépenses à hauteur de 1327 €. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur le transport? Pas de remarques. Je mets en voie cette délibération. Pour c'est donc adopté, je vous remercie. La durée d'amortissement. En vue d'éventuelles acquisitions ou cessions à venir relevant des catégories d'immobilisation ne figurant pas dans la délibération visée ci-dessus, il est proposé d'appliquer la durée maximale d'amortissement autorisée par l'instruction budgétaire comptable N57, qui est de 5 ans. Ceci afin d'assurer l'amortissement de tous les biens que la collectivité est susceptible d'acquérir et de vendre. Cela concerne les subventions d'équipement en nature, sachant qu'il est considéré comme tel la remise d'un bien à titre gratuit ou d'un prix inférieur à sa valeur nette comptable. Et donc, il s'agit de proposer d'appliquer cette durée d'amortissement maximale. Remarques sur cette délibération. On ne voit pas, je mets donc au vote la délibération. Deux votes. Avez-vous voté? 28 votes pour cette adopté, je vous remercie. La taxe sur les friches commerciales pour l'année 2024. Alors, il est proposé par la présente délibération au Conseil municipal de reconduire l'institution de la taxe annuelle sur les friches commerciales sur le territoire communal pour l'année 2024. Merci, Damien. Il y a des remarques. Par rapport à cette délibération, je me souviens l'année dernière quand on l'avait instituée d'avoir posé 2-3 questions par rapport à son efficacité. Est-ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'il s'est passé un an, un retour d'expérience? Qu'est-ce que ça a ramené et quels commerçants sont arrivés à Grand Couronne par le fait de ces taxes? Moi, ces taxes, je l'avais déjà proposé à une époque où tu étais déjà cabinet, que la majorité des élus étaient contre. Parce que l'idée, c'était vraiment lutter contre les propriétaires qui voulaient justement imposer leurs règles, qui ne voulaient pas louer. Et donc nous, on a effectivement voté cette délibération l'année dernière et on a eu les fruits de cette délibération car il y avait un propriétaire, le titre à Balmont, qui posait un souci et que malheureusement vous n'avez pas à l'époque mené les actions nécessaires pour pouvoir pour l'inciter justement à louer ou à vendre son local commercial. Nous avons voté cette délibération et quelques mois plus tard, effectivement, il y a une session immobilière. Donc cette taxe en quelque sorte aussi des propriétaires à se rapprocher du prix du marché, que ce soit pour la location, que ce soit à la vente. Donc chose réussie. Je comprends que tu défends, cher Julien, les propriétaires qui veulent imposer leurs règles. Si c'est ça, si tu es contre cette délibération, si tu es contre cette délibération, forcément tu soutiens ces propriétaires qui veulent imposer leurs règles. Parce que les propriétaires sont riches. Ils veulent imposer leur prix. Si c'est ça. Aujourd'hui, je suis désolé, les résultats sont là. Donc, nous voilà. Alors, si, c'est clair.
loin de moi l'idée de stigmatiser les propriétaires ou les non-propriétaires, c'est pas du tout le but, et il me semble, et je pense que tu pourras le vérifier, cette délibération a été votée par notre groupe la dernière fois, donc c'est pas du tout le sujet de mon propos. La question était de savoir si, à partir du moment où on met une taxe qui est censée inciter les gens à louer leurs biens pour développer le commerce, est-ce que cette taxe a eu de l'efficacité ou non? J'entends une partie de la réponse qui dit oui, ça a permis à un propriétaire de vendre, finalement, faute d'avoir trouvé un locataire, donc sous-entendu, de peur d'avoir à payer 10% de taxes. Alors, ça, c'est une manière aussi d'anticiper contre justement la désertification des différentes lignes commerciales. Donc voilà, et effectivement, et d'ailleurs, si un propriétaire qui a la bonne conscience de louer au prix du marché, et s'il nous apporte les éléments qui donnent cette volonté de louer au prix du marché, etc., effectivement, cette taxe ne sera pas appliquée. Ça s'applique vraiment au propriétaire qui dit voilà, moi je suis propriétaire, je fais ce que je veux, j'applique le loyer que je veux. Ben, à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc, c'est bien aussi de protéger aussi les futurs commerçants pour qu'ils évitent justement d'accepter de payer un loyer au-dessus du prix du marché. Donc je pense que c'est plutôt un bon projet pour pouvoir mettre en place cette taxe. Si je peux poursuivre, d'accord sur la partie, on a un exemple dans la ville qui a permis de faire que cette taxe ait permis de libérer du foncier et puis de la situation globale de la ville. La vie, ça délivre. Il est passionné. Tu parles à un commerçant, ça. J'ai bien compris, le sujet C'est des formations professionnelles quelque part. Je m'arrange derrière sa position. Non, mais j'entends. Après, la question, c'est aussi est-ce que cette taxe a été appliquée à d'autres personnes de l'entourage? Puisqu'en fait, là, j'entends qu'elle ciblait un propriétaire en particulier qu'on connaît tous et qu'on avait tous envie de contraindre. Et donc, partant de là, aucun problème pour cette délibération. Néanmoins, sur la délibération, il est bien noté que la délibération est de portée générale et que face à l'impôt, je ne vois pas comment, comme Bernard l'explique, on arrive à faire des distorsions entre ceux qui ne voudraient pas louer ou ceux qui voudraient louer plus cher. L'impôt, c'est l'impôt. La taxe, c'est la taxe. Il n'y a pas de... elle est de portée générale. Et donc, comment, demain, on peut faire cette différence? Si tu peux vérifier cette taxe, il y a une mention qui explique bien que si le propriétaire fait l'effort justement de louer, il a apporté preuve qu'il veut louer, d'essayer de louer, et qu'il n'y arrive pas, il y a la possibilité de ne pas l'appliquer. Donc c'est mentionné sur le site des impôts, tu peux suivre la taxe friche commerciale, il y a cette mention qui est bien définie. Et qu'on l'appliquera bien évidemment parce que je pense qu'il faut être juste. Si un propriétaire n'arrive pas à louer et qui fait l'effort de louer et qui n'y arrive pas, bien évidemment, il n'est pas responsable de cette situation, c'est la conjoncture. Donc effectivement, si dans le cas contraire, effectivement, il y aura la réflexion de l'appliquer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc cette délibération, cette taxe suscite beaucoup de discussions intéressantes. C'est normal. Donc finalement, on poursuit tous le même but, le soutien aux commerçants, au développement économique, à l'artisanat, avec une taxe qui est cadrée, effectivement, quand on demande, voilà, est-ce qu'il y a des commerçants qui seraient concernés. En tout cas, c'est les services des impôts, les services fiscaux avec qui on travaille, qui font le travail, évidemment, et puis sur un sujet comme Tanner l'expliquait, qui permet à la ville quand même un gain de 300 000 €, c'est pas rien. En fait, en votant cette taxe, on a quand même avancé et c'est ce qu'il faut retenir. Et bien alors justement, parce que Tanner l'a vécu, l'a défendu avec passion, tu vois, notre groupe, la votera, Donc je vous invite à voter sur cette délibération. Et donc en principe, nous avons 28 votes pour adopter à l'unanimité et je vous remercie. La garantie d'emprunt à l'OGEOCN. Le bailleur OGEOCN sollicite la commune de Grande-Couronne dans le cadre de la réhabilitation de 31 logements situés rue de Tango, numéro 38 à 44, pour une garantie à hauteur de 30%.
financement de cette opération sera réalisé par emprunt auprès de la Caisse d'épargne pour un montant total d'1 791 891 €. Et il s'agit aujourd'hui d'approuver la garantie d'emprunt à cette hauteur de 30%. Merci. Manuela. Moi, je voulais juste rajouter que je souhaitais vraiment qu'on soutienne ces bailleurs pour pouvoir moderniser et améliorer le logement afin que nos administrés puissent jouir d'un nouvel usage. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette déclaration? Oui, je profite de cette délibération concernant ce bailleur, puisque nous avons eu, durant le début de l'été, 2 interpellations des habitants de 2 immeubles concernés à Diderot et au Boutière. Et donc je voulais savoir s'il y avait eu des suites sur ces interventions et dans le cadre du bien-être des locataires, qu'est-ce qui avait été déclenché. C'est le même bailleur qui est concerné. Merci. Il y a des actions qui sont mises en place d'ailleurs. Effectivement, il y a eu des interventions avec le bailleur, on les a accompagnés sur place et je crois que vous étiez présent la première fois. Et il y a un suivi avec les services de la ville de façon à ce qu'il y ait une réponse du bailleur à toutes les demandes faites par les habitants dans ces lieux. Donc on suit ça de près. Le bailleur, en l'occurrence, joue le jeu, on peut dire ça comme ça. Donc il y a des suites qui sont données et on est attentif à ce que la population puisse avoir gain de cause. Merci Annie. Pas d'autres remarques? Je mets donc au voie cette délibération sur la garantie d'emprunt. Le 28 votes pour, c'est dans ce cas adopté, je vous remercie. La convention de groupement de commande. Guillaume. Afin de réaliser des économies d'échelle, il paraît opportun sur le plan économique de coordonner la passation d'un marché pour réaliser un achat de services pour la formation hygiène et sécurité. Cette démarche de mutualisation permet aux collectivités d'optimiser les coûts et en bénéficiant des tarifs plus avantageux. Ainsi, la convention qui est jointe désigne la ville d'Elbeuf-sur-Seine comme coordonnateur du groupement de commandes. Cette dernière est chargée, outre l'organisation de la procédure de consultation et de signer et de notifier le marché. Néanmoins, il est entendu que chacun des membres du groupement est tenu de s'assurer de la bonne exécution de ce marché pour ce qui le concerne. Le groupement de commande est donc constitué jusqu'à la notification par le coordonnateur des marchés de chacune des communes. Il s'agit donc des communes de Grand-Couronne, Elbeuf-sur-Seine, Déville-les-Rouen, Colbec-les-Elbeuf, Bois-Guillaume, Grand-Quevilly, Ney-Lénard, Mont-Saint-Aignan, Petite-Couronne, Saint-Pierre-les-Elbeuf, Sault-Violence, Saint-Étienne-de-Rouvray, afin d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Je mets donc au voie cette délibération. J'ai 23 votes. 28 votes pour. C'est donc adopté. Je vous remercie. La modification du règlement intérieur de la commande publique, Guillaume. Le règlement intérieur de la commande publique a été adopté lors du conseil municipal du 17 décembre 2020. Pour mémoire, le code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, instaure des obligations de publicité et mise en concurrence lors de la passation des marchés publics de fourniture, de services et de travaux des collectivités territoriales. Ces obligations varient en fonction de l'objet et du montant des marchés, de sorte qu'un certain nombre de marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable ou selon une procédure adaptée. Les procédures formalisées n'étant imposées qu'au-dessus des seuils européens. Dans ce cadre, les collectivités peuvent déterminer elles-mêmes leur politique d'achat et se fixer des règles de procédure interne afin d'assurer l'efficience de leurs achats tout en permettant d'adapter les procédures aux caractéristiques particulières d'un marché. Ces règles internes ont pour objectif de constituer un référentiel de bonnes pratiques pour l'ensemble des services et de sécuriser la passation des marchés en respect des principes fondamentaux de la commande publique et de la jurisprudence administrative la plus récente. L'actuel règlement de commande publique est toutefois confronté à certaines contraintes résultant de l'organisation des services et de la conséquence de l'inflation. Lors de la commission d'appel d'offres du 10 juillet 2023, dont l'ordre du jour était l'attribution du marché de fourniture de denrées alimentaires,
pour les différents services de la ville, une majorité des lots n'a pu être attribuée faute de conditions tarifaires satisfaisantes. Afin de lever l'incompatibilité avec le fonctionnement des services de la mise en concurrence pour les achats alimentaires de faible montant, les membres de la commission ont proposé que ces commandes d'alimentation à montant inférieur ou égal à 100 € soient passées sans publicité ni mise en concurrence. Ils ont proposé au conseil municipal de réviser le règlement intérieur de la commande publique afin d'y ajouter ces clauses spécifiques. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Pas de remarques, je vais donc au vote. Donc 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La délibération sur la dissolution du budget annexe transport. Guillaume. Merci. Suite à l'observation du Conseil aux décideurs locaux de la DGFiP sur la pertinence du maintien du budget annexe transport avec nomenclature M43, ayant relevé que ce budget est attaché à une prestation qui ne correspond pas à la gestion du service public industriel et commercial, car aucune facturation n'est réalisée à l'usager. Il a été recommandé à la ville de ne pas conserver ce budget annexe. Il est donc proposé de dissoudre ce budget et de décider que toutes les écritures devront être passées en dépenses et recettes avant le 31/12/2023. Précisez également que les comptes de gestion et administratifs qui résultent de ce budget annexe sont dissous seront réalisés. Les résultats constatés seront repris par décision modificative pour être réintégrés au budget principal 2024 de la ville. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Une remarque, je pense que la vraie réalité de cette délib, c'est plutôt que la fonction publique d'État n'a plus les moyens de mettre autant de personnel qu'elle avait avant, et finalement c'est un moyen de simplifier le travail qu'elle a. Je suis en principe aucun problème avec le fait de l'intégrer dans le budget principal, mais quand même, puisqu'il y a des tas de services publics industriels et commerciaux qui n'ont pas de facturation, qui ont un budget spécifique, donc je ne pense pas que ce soit la vraie raison, mais tout ce qu'on sous-jacent, je pense que le problème c'est un problème de personnel. Donc je mets au voie cette délibération. C'est donc adopté. Je vous remercie. La délibération sur les tarifs pour le 1er janvier 2024. Merci, avec nos excuses, puisque la pièce jointe que vous aviez n'était pas la bonne, et donc on vous l'a confiée sur table. Voilà, un problème de paramétrage informatique. Vous êtes, s'il vous plaît, acceptez nos excuses pour ce désagrément. Considérant la nécessité d'adapter les tarifs à compter du 1er janvier 2024 en tenant compte d'une hausse annuelle régulière de 2%, il est proposé d'adopter les tarifications dans les annexes jointes. Les tarifs sont détaillés comme suit. Annexe 1, tarif restauration, centre de loisirs, séjour d'été, animation de quartier, accueil périscolaire et crèche. Annexe 2, animation de loisirs, location de salle, location d'avant-scène, spectacle, atelier culturel et bibliothèque. Annexe 3, copie de documents, concession cimetière, prestations funéraires, transport, jumelage, marché et animation de marché, activités commerciales, stationnement et occupation du domaine public. Annexe 4, encart publicitaire dans le MAG. Annexe 5, tarif du centre aquatique Génie et de la salle de remise en forme. Seuls les tarifs du tableau de référence en annexe 1 pour lesquels le montant minimum est indiqué sont soumis au calcul du taux de participation suivant la délibération du 14 décembre 2015. Ce taux de participation est valable pour une année et est recalculé à partir du 1er avril de chaque année. Sans préjudice des règlements spécifiques aux accueils de loisirs de Vancouver, les remboursements tarifaires sont effectués sur la base des justificatifs demandés et sur la quote-part remboursable. Les prestations réalisées partiellement sur une période donnée du fait de l'administration seront facturées au prorata du service rendu. Je vous ai donc demandé d'appliquer ces tarifs et d'approuver les modalités de remboursement exposées. Merci. Il y a des remarques? Ce qu'il faut comprendre que finalement, on a décidé de faire une augmentation globale de 2% de l'ensemble des tarifs de la collectivité, et ça c'est dit dans cette ligne. J'avoue que j'ai pas compris la première fois de tarif.
je m'aperçois que beaucoup de tarifs tombent pile poil tombent rond finalement, et je me dis quand on augmente de 2%, on ne peut pas tomber rond en emploi statistiquement, c'est pas possible. On a bien augmenté les tarifs de 2%. On a juste en fait. Oui, mais si on prend l'annexe 2 sur les locations de salles, par exemple, on n'a que des chiffres en haut, 600 euros, 150, 160, 40 et 140. Et comme ça sous-entend que si on les augmente de 2%, on était à 598 des années de l'équation. Et on a pas. D'accord. Donc, finalement, c'est ça, c'est ce que je ne comprenais pas dans la dérive, c'est que tous les tarifs n'augmentent pas de 2%. Il y en a certains dans les annexes qui augmentent et d'autres non. Oui, mais excuse-moi, c'est pas si évident que ça. Alors certes, je n'étais pas en commission, je n'ai pas pu poser la question. Et je l'anticipe avant qu'on me le dise. Bien que je trouve qu'on... Mais si vous faites les questions de réponse, ça nous convient aussi. Je sais. Je l'ai tout à fait prêt à vous accueillir en commission avec des dates fixées 3 ou 4 mois à l'avance sans aucun problème. C'est vrai. Mais il faudra le dire à Sébastien Braillard, que j'ai jamais vu depuis le début du mandat. Ah non, pourtant il était là. Il me semble que je ne vois jamais au conseil municipal, et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les comptes rendus de conseils municipaux, il y a les présents, il y a les absents exclus, mais il n'y a jamais les absents non exclus. C'est le cas du dernier conseil municipal l'OPV qu'on vient d'adopter. Vous verrez, il y a 28 participants et on ne fait état de rien sur l'absence de M. Braillard. Donc il était inexistant au sein de la table. Sébastien Braillard ne fait pas partie des commissions finances. Vous, membre du conseil municipal, regardez le PV du conseil municipal qu'on vient d'approuver il y a quelques instants. Il y a 28 élus, il n'y en a pas 29. Donc il y a un problème sur ce point. Donc j'ai compris qu'on augmentait tous les tarifs de 2%, sauf certains tarifs qui sont annexés, mais qui sont quand même présents dans la délib. Et donc, pour les reconnaître, on prendra ceux qui tomberont. Évidemment, ça ne nous satisfait pas dans la mesure où il y a plus de 12% d'inflation. Nos populations n'ont jamais été dans un état tel de baisse de pouvoir d'achat. Et beaucoup de collectivités, je sais que ça représente un effort considérable pour une collectivité de ne pas augmenter ces taux. Mais encore une fois, s'il y avait peut-être une année où il était nécessaire de faire cet effort, d'autant que vous avez sans doute dû en entendre parler, mais les Pyrénées reçoivent leur taxe foncière et elle a bien augmenté. Et je pense que cette année, on aurait pu s'épargner cette hausse de 2%. En tout cas, nous ne voterons pas favorablement cette délibération. Je rappelle quand même qu'on fait un choix d'augmentation de 2%, c'est un choix politique constant, avec un coût relativement supportable comparativement à d'autres collectivités où on augmente de 5, 6, 7 ou 8% parfois, quelle que soit la politique d'ailleurs. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a des principes qui s'appliquent au service public, et le principe de gratuité, il en fait partie. Donc, effectivement, augmenter 2%, c'est un coût. Qu'on essaye d'être le moins difficile possible. Je rappelle qu'on a absorbé quand même les frais de cantine l'année dernière et cette année encore. J'en ai trop qui... sinon je pense à Fabrice. Et je dirais que nos recettes, on va les chercher aussi différemment que sur la population. Excusez-moi, je change de micro. Donc voilà, effectivement, donc je disais que les recettes, on va les chercher aussi différemment que sur la population. Et je rappelle qu'on n'a pas, donc je parlais de la cantine, on n'a pas supprimé non plus l'élément du plateau, comme partout, comme beaucoup de collectivités le font. On n'a fermé aucun service, on n'a pas augmenté les impôts. Donc voilà, je rappelle vraiment qu'il y a un principe qui n'est pas un principe de gratuité sur les services publics. Et cette évolution, elle est logique. D'ailleurs, elle l'a été depuis de nombreuses années. Hein. C'est quelque chose qu'on suit de manière très constante. Voilà pour cette délibération sur les tarifs. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, il y a des tarifs comme des cautions qui ne vous demandent pas. Et on reste sur un chiffre rond, évidemment, pour ne pas impliquer des choses qui sont déjà pas simples. C'est bon pour... Oui, j'ai pas de souci, encore une fois, avec le fait d'augmenter, puisque c'est une tradition dans les collectivités, de suivre un peu cette inflation. Mais peut-être que cette année, quand même, tout a augmenté. On parlait tout à l'heure de l'essence, on a parlé de la fiscalité locale qui a explosé. Alors, certes, on n'a pas augmenté les taux, mais les bases ont tellement augmenté que
Au final, les citoyens n'arrivent plus à faire face. Le SMIC, il a certes augmenté 12 points depuis 1 an et demi, mais ça ne suffit pas à absorber en fait, cette inflation massive. Et je me dis que peut-être que faire 2% cette année pour en fait augmenter derrière nos dépenses sociales, parce que malheureusement c'est ce qui va se passer, on est en plein dans la crise, c'est pas le début. Et je pense que nos dépenses sociales risquent d'être amenées à augmenter. On aurait pu s'épargner ces 2%, en tout cas c'est mon avis. Mais j'entends en retard. C'est que le début, effectivement. Je mets donc au voie cette délibération. Je me suis trompé, j'ai pas appuyé sur le bouton. Pas de souci, aucun problème. On va donc recommencer le vote, ça ne pose aucun problème. Donc je vous invite à voter à nouveau sur votre. Ça arrive. Donc j'ai bien 22 pour et 6 contre. Donc la délibération est adoptée, je vous remercie. On passe à la direction des ressources humaines avec une délibération que vous connaissez sur la modification du tableau des effectifs, les créations et suppressions de postes. Là vous les listez tous. Vous avez des remarques sur ces délibérations. Pas de remarques, je mets donc au voie cette délibération. J'ai 28 votes pour, je vous remercie, c'est adopté. On passe au pôle culture avec plusieurs délibérations pour Hélène Pelly. Alors, une délibération concernant le règlement intérieur de la bibliothèque. Alors, pas d'immense changement, si ce n'est qu'en termes d'horaire, il a été proposé pour le mercredi et samedi des créneaux horaires sans interruption, ce qui permet aussi d'avoir des accès à la bibliothèque plus larges pour toute une population pour le mercredi et le samedi. J'attire votre attention sur l'article 3 où le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources de la bibliothèque et mieux orienter leurs recherches. Donc les bibliothécaires restent et demeurent dans la médiation autour du livre, notamment pour ceux effectivement qui ne peuvent pas avoir cette médiation personnelle. Donc ça demeure et c'est un service public qui est renforcé vers la population. L'utilisation d'un piano qui a été mis à la disposition. On a été nombreux à trouver qu'effectivement ça valait la peine de le mettre à disposition plutôt que de laisser dans un placard. Et il est globalement très bien utilisé et utilisé très fréquemment. Donc je propose de voter cette délibération. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur le règlement intérieur de la bibliothèque? Je ne vois pas. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Un vote. Donc 28 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. La charte de la bibliothèque. Alors, à ma connaissance et d'après mes sources, ce serait la première charte documentaire de la bibliothèque. Ça va être un outil extrêmement important pour nous permettre aussi de communiquer plus facilement avec la population sur ce qui se joue dans les choix des ouvrages dans une bibliothèque municipale. On ne fait pas complètement ce qu'on veut, comme on veut quand on est bibliothécaire. Et ça devrait permettre, enfin en tout cas nous l'espérons, d'ouvrir encore plus auprès de la population à des propositions, à des suggestions et de pouvoir encore mieux expliquer les raisons pour lesquelles certaines propositions sont retenues et d'autres pas. Ça n'est pas au bon vouloir, c'est vraiment autour d'une charte qui est extrêmement précise et qui permet là encore d'assurer un service public de qualité. Merci Hélène. Vous avez des remarques? Pas de remarques? Je vous invite à voter donc sur la délibération. Donc, 2 votes.
Alors, cette fois, une convention tripartite, donc entre la ville, la compagnie des dissidences et la compagnie de Genèse, puisque cette dernière compagnie est arrivée à la Ronseine et puis travaille avec la dissidence sur de nombreux projets autour du théâtre vers les habitants. Merci Hélène. Il y a des remarques sur cette délibération, je n'en vois pas. Je les donc au revoir. Pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La convention, cette fois avec l'Association des femmes de Bonne-Couronne. Alors une reconduction de convention, en fait, puisque cette convention existait déjà avec cette association. Il a été ouvert des propositions à d'autres associations, mais celle-ci a répondu favorablement. Merci Hélène. Vous avez des remarques? Je mets donc au voie cette délibération. Vote pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Une autre convention avec la compagnie de Carvaillant. Alors, une délibération un petit peu particulière, puisque ça ne nous aura pas échappé, cette résidence a eu lieu du 11 au 15 septembre, et que nous sommes le 26. Mais néanmoins, je n'ai eu aucun doute sur un avis favorable de l'ensemble des élus vers la culture pour ouvrir les portes de la Ronseine à une compagnie qui s'est retrouvée en grande difficulté puisque une résidence qui était initialement prévue a été annulée assez sèchement et que nous sommes ravis à l'idée que la Ronseine puisse être un lieu de référence pour les compagnies normandes et qu'elles se tournent vers nous pour nous demander de les dépanner. Nous sommes été ravis d'être là. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc au voie. 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Une convention avec la compagnie La Fabrique à Clown. Alors cette fois-ci, une délibération dans les règles démocratiques beaucoup plus standards pour une résidence qui aura lieu du 30 octobre au 5 novembre avec une compagnie soutenue par Marie-Hélène Garnier qui est bien connue sur le territoire. Merci Hélène qui fait un travail remarquable là. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je me mets aux voix. Donc 28 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. La dernière convention avec la compagnie Genèse. Alors, une convention effectivement pour aussi pouvoir parler de cette compagnie auprès de laquelle nous avons passé commande, ce qui n'est pas forcément nos habitudes, puisqu'on préfère laisser les compagnies travailler en toute indépendance. Nous avons fait appel à eux pour monter un spectacle et notre commande s'est arrêtée là. Elle s'est tournée sur le sujet puisque la ville de Bonne-Couronne voulait absolument manifester son opposition au harcèlement qui est galopant. Et donc cette compagnie a tout notre soutien et encore une fois notre commande s'est limitée au travail sur ce sujet du harcèlement. Et il travaille d'arrache-pied depuis 8 mois sur ce sujet. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. J'ai donc 28 votes pour, c'est adopté et je vous remercie pour le pôle culture. On passe maintenant au pôle des temps d'enfants avec le dispositif petit déjeuner. Il s'agit du renouvellement du dispositif petit déjeuner pour Picasso maternelle et Victor maternelle. Tout en nouvelle une année plus. Merci Hélène, c'est très clair. Il y a des remarques sur cette délibération. Je me vois.
28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La convention avec l'association Calvaire. Linda. Bonsoir, oui, c'est un renouvellement de convention avec l'association Calvaire, une année scolaire 2023-2024. Merci Linda. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Donc je vais inviter à voter. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Les animations musicales au RPE. Pour Linda. Donc c'est une autorisation de signature d'une convention avec le conservatoire, le CRB, pour des animations d'éveil musical au RPE. En tant que lieu d'éveil de socialisation pour les enfants, le relais petite enfance en préfiguration au Petit Radeur est indiqué pour proposer des séances d'éveil musical à ce jeune public et aux assistantes maternelles. Ainsi, un partenariat avec le CRB de Grand Couronne et Petit Couronne est proposé pour des séances d'éveil musical. Merci Linda. Des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. Donc un vote. 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. La convention avec le 15 couronné. Pour Hélène. Oui, alors il s'agit d'un partenariat pour l'année scolaire 2023-2024 avec les 15 couronnés. Il y aura des temps d'intervention sur le temps du midi dans les écoles ainsi qu'au centre de loisirs. Merci Hélène. Des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je mets donc au voie cette délibération sur la convention avec le rugby. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. La distribution des chocolats aux élèves maternels et élémentaires. Linda. Alors, je suis contente de présenter cette délibération parce que ça fait toujours plaisir de distribuer du chocolat aux élèves des classes de maternelle, élémentaire, des petits couronnés, petites couronnaises. Merci Linda. Je remarque sur cette délibération. Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. « 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. La modification du règlement de fonctionnement à la crèche Lilibule. Linda. Alors, donc, ce projet de délibération, c'est la modification du règlement de fonctionnement de la crèche Lilibule. Donc, ça concerne les critères d'attribution des places, d'attribution des places, de l'alimentation, la facturation, l'accueil occasionnel, la radiation et l'appellation du multi-accueil Lilibule devenu crèche Lilibule. Merci Linda. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Le fonds d'innovation pédagogique. Hélène. Donc il y a eu un projet d'appel d'offres pour certains enseignants de la commune se sont positionnés. Ce projet, c'est notre école Faisons-la ensemble. Donc on a une classe de Picasso maternelle avec un projet d'activité d'inclusion et de vivre ensemble qui sont positionnés dessus. Et une classe Victor Hugo élémentaire avec un projet en lien sur la lecture avec des boîtes à livres et une bibliothèque itinérante. Donc c'est financé par l'Éducation nationale. On avance et l'Éducation nationale nous rembourse ensuite. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non. Je mets donc au voie une délibération sur le fonds d'innovation pédagogique. Alors, il y a 25 votes. Il y en a quelques-uns. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe au pôle sport, vie associative, manifestation avec une première délibération
Il vous est proposé donc de passer une convention de financement avec l'amicale des employés municipaux pour les années 2023, 2024 et 2025, et donc le versement d'une subvention qui en découle pour l'année 2023. Donc vous retrouvez dans la convention toutes les relations avec l'amicale et notamment la nature des aides municipales et le détail des moyens matériels qui sont proposés. Vous avez également le montant de la subvention pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter sur cette délibération pour l'amicale des employés municipaux. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Le versement d'une subvention exceptionnelle pour les ACPG, KTM, Préjo. L'association ACPG-CRTM, Association d'anciens combattants, participe à toutes les manifestations patriotiques et mémorielles sur la ville en agrémentant ces cérémonies, entre autres par des gerbes au cimetière des Essarts et du centre. Elle participe également à l'hommage dû aux anciens combattants décédés, une palme et fleurit la tombe de l'ancien combattant. Cette association a changé les plaques commémoratives et fait redorer les textes d'autres plaques de la ville, engageant aussi des frais conséquents. Afin d'apporter un soutien financier pour ces opérations, il est proposé de voter la subvention exceptionnelle d'un montant de 350 €. Merci Préjo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter cette délibération. C'est donc adopté, je vous remercie. La subvention à l'UCAE, Les unions des commerçants, artisans et entreprises de la ville proposent de nombreuses actions commerciales tout au long de l'année avec des lots à gagner. Il organise depuis longtemps la Journée nationale du commerce de proximité qui a permis à la ville d'obtenir cette année un 4e sourire. Il est proposé de voter la subvention de 6 636 € pour l'Union des commerçants, artisans et entreprises de Vent-Couronne. Merci Prijo. Il y a des remarques sur cette délibération pour l'UCAE. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. On passe au pôle vie de la cité avec une délibération sur le repos dominical. Tamer. Alors, pour l'année 2024, il est demandé au Conseil municipal d'accorder au commerce de détail implanté à Vent-Couronne le principe de 4 dérogations annuelles aux règles du repos dominical et de les autoriser à ouvrir leur établissement les dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre 2024. Voilà. Merci Tamer. Il y a des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas. Je vous invite donc à voter. 28 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Une délibération donc, qui rentre dans le cadre du projet d'espaces sociaux écologiques multisports des Essarts, puisqu'il vous est proposé une convention de partenariat pour la mise en place d'actions pédagogiques. Cette convention elle fait suite à un appel à manifestation d'intérêt qui a permis d'identifier des porteurs de projets dont les candidatures ont été reçues et sélectionnées. Donc, un groupement associatif qui est constitué des associations Carder, que nous connaissons bien, Terre Étincelle et le Champ des Possibles. Un groupement associatif qui s'inscrit pleinement dans la politique de pédagogie et d'inclusion sociale que nous voulons pour à la fois le centre de loisirs des Essarts et le site agricole à Thomas. Donc, pour permettre toutes ces animations, il vous est proposé de signer cette convention avec la mise en place d'ateliers environnementaux, notamment auprès de différents publics. J'en profite pour remercier au passage Marion Renoda et Alain Huneau qui s'investissent énormément sur ce sujet. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Julien Dugnol. Oui. Cette délibération appelle quelques commentaires de part de mon groupe. Alors non pas sur la qualité de ce qu'ont proposé les urbanistes du paysage, les associations, les écologues et tous les autres spécialistes finalement regroupés dans cette délibération et dans ceux qui conçoivent ces projets. Sur ce point-là, je dirais que nous sommes certains qu'il y aura des idées intéressantes à travailler, à développer, tant en termes d'aménagement que d'usage de ce parc. Mon intervention portera plutôt sur l'opportunité de la dépense.
est-il raisonnable finalement de programmer cet investissement dans une période d'inflation, on l'a rappelé, où tout augmente, même les tarifs de la cantine de Grande Couronne, où nos populations finalement sont les premières victimes de la crise économique? Est-il raisonnable de programmer cet investissement dans une période où, si j'écoute bien votre discours à chaque conseil, les caisses sont vides, dans une période où vous vous demandiez il y a encore quelques mois au début du mandat comment nous allions acheter et financer 8 aspirateurs pour les femmes de ménage des écoles de la ville. Ou encore comment nous allions réussir à entretenir les bâtiments communaux, même si on vient de voter une décision modificative, on vient de trouver miraculeusement 400 000 € supplémentaires qui seront dédiés à ces travaux. Bref, comment nous allions parvenir finalement à équilibrer le budget communal sans presque risquer la tutelle préfectorale. C'était un peu le scénario qui était décrit finalement et qui est décrit à chaque conseil et à chaque fois qu'il s'agit de décisions relatives qui ont trait au budget. On aurait pu penser, peut-être naïvement, et je vous l'accorde, que dans un scénario aussi terrible que celui que je viens de décrire, et ce que vous décrivez à chaque conseil, la logique aurait été de limiter les investissements ou alors peut-être de se contenter d'investissements qui auraient eu un effet sur la réduction immédiate de nos dépenses de fonctionnement. Je pense ici à des investissements comme ceux liés à l'isolation thermique des bâtiments, à l'énergie solaire, au réseau de chaleur urbain, toujours promis mais jamais vu. Et pourtant, rien de tout ça. Vous proposez la réalisation d'un parc qui plus est à l'entrée d'une forêt riche de plusieurs hectares, et vous comprendrez forcément notre étonnement, et en tout cas le fait que nous soyons un peu dubitatifs quant au calendrier de la décision et au calendrier de la réalisation de ce parc. Des questions nous viennent alors. Auriez-vous finalement trouvé de l'argent dans le budget communal? Auriez-vous enfin pris conscience du montant des réserves qui ont été laissés par l'ancienne majorité municipale? Auriez-vous tout simplement oublié de dire la vérité sur l'état des finances communales et que finalement l'idée de la tutelle préfectorale était un peu exagérée? Alors que notre piscine est toujours fermée, même si, et je suis content, j'ai lu dans la presse qu'une grande démocratie mondiale a mis des droits de l'homme, et surtout de la femme, ça fera plaisir à Mme Penny, qui va nous expliquer qu'il fallait lutter contre le harcèlement, viendra peut-être pour les JO et permettra de rouvrir la piscine rapidement. Mon collègue des sports me disait qu'ils étaient mal barrés puisque très mauvais nageurs et sans doute pas qualifiés. J'ai envie de dire tant mieux, ça nous évitera un problème. Alors que l'état de propreté de la ville est critiqué de toutes parts et que nous sommes incapables d'entretenir nos rues et nos parcs existants, alors que nos dépenses de fonctionnement continuent d'exploser, jamais vous ne communiquez de chiffres du coût de fonctionnement et d'entretien de ce parc. Combien va-t-il coûter? Comment allons-nous l'entretenir? Sachant qu'aujourd'hui, je vous invite à vous balader dans les rues de Grande Couronne, vous verrez qu'on n'arrive pas à entretenir la moindre rue de cette ville. Jamais nous n'avons eu ces éléments chiffrés. Et autre remarque, j'ai vu que nous avions créé des marques, parfait, pourquoi pas, mais là encore, j'aurais envie de dire, il serait urgent d'entretenir les marques qui sont déjà existantes dans la ville. Je pense à celle de la mare aux chênes, celle de la mare Sifflot, qui pourrait être celle de la mare Darty, tant il y a de réfrigérateurs et de postes télé dedans, ou encore le marais de l'Aulnay. Alors oui, dans ce contexte, nous ne comprenons pas finalement la précipitation de cet investissement qui est coûteux, et dont les coûts annuels d'entretien ne sont pas connus à ce jour. C'est pourquoi notre groupe va s'abstenir sur cette délibération, en espérant néanmoins que vous pourrez apporter des réponses à ces questions. Je vous remercie. Effectivement. Mais quand même, pour répondre à quelques-unes de vos questions, ça voudrait donc dire, quand on vous écoute, M. Dugnol, que par votre faute, je dis bien par votre faute, on aurait pu investir ailleurs que dans la rénovation des bâtiments et des équipements qui sont complètement délabrés. Ça veut dire que les Couronnées, en fait, aujourd'hui, ils ne pourraient plus avoir de nouveaux équipements et des parcs comme celui qu'on veut proposer. Parce que je le rappelle, on a beau être à proximité de la forêt des Essarts, cela n'empêche que le quartier des Essarts n'est équipé d'aucune structure sportive, d'aucun espace ludique ou d'aucun parc digne de ce nom. Alors oui, effectivement, ça a un coût.
Ça a un coût parce qu'on va au-delà du simple équipement sportif, on va sur un projet global, comme je le disais dans cette délibération, un projet socio-écologique multisport, donc tourné vers l'environnement, l'agriculture urbaine, la participation citoyenne, l'inclusion sociale également. Et il s'agit à travers ce projet d'offrir aux habitants un lieu pour se ressourcer, pour découvrir autre chose et pourquoi pas faire du sport aussi. Parce qu'effectivement, du sport, on en manque. Vous parlez de la piscine. Parlons-en de la piscine. Parlons-en de la piscine. Parce que là aussi, par votre faute, quand on arrive là, c'est par un manque d'entretien flagrant des équipements de la piscine quand on arrive à une fermeture. Là, j'ai un dossier. Alors, je ne voudrais pas, il est tellement vieux que du coup, il m'est resté dans les mains tout à l'heure. C'est tellement poussiéreux parce que, là aussi, si vous avez vidé quelques armoires en partant en 2020, vous avez oublié quelques dossiers, notamment dans les armoires. Et ce dossier, qu'est-ce qu'il dit? Ce dossier, en fait, ce sont des écrits d'anciens agents de la ville adressés au maire de l'époque, qui expliquent, je cite, que dans cette piscine, il y avait déjà, alors on est pour certains dossiers déjà en 2011, voire même un peu avant, et sur cette note, on est en 2016. Mettez-vous bien ça en tête. 2016, où l'agent à l'époque précisait qu'il y a de nombreuses infiltrations qui sont visibles sur le grand bassin, je le cite, et commence à endommager les pieux supportant le bassin, que le carrelage se décolle, que les fissures favorisent les infiltrations d'eau. Par ailleurs, nous avons aussi un diagnostic qui date de 2018, réalisé notamment suite à l'apparition de fissures sur les plages, ainsi que pour relever des désordres affectant la couverture et la charpente, qui font apparaître des fissures très importantes sur les plages, qualifiées dans le rapport que j'ai sous les yeux, que j'ai ici, qualifié en R1, c'est-à-dire si on s'en réfère à ce diagnostic, présentant un risque pour les biens et les personnes. Ce rapport fait également apparaître une très grande corrosion sur l'équipement avec, encore une fois, de nombreuses infiltrations. C'est exactement les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ni plus ni moins. Et tout ça date d'il y a plus de 10 ans. Et à cette époque, alors un peu après, les seuls travaux qui ont été réalisés, c'est de la peinture dans les toilettes et la rampe d'accès pour personnes en situation de handicap. Très bien, très bien. Mais, vous l'aurez compris, ça ne suffit pas. Et ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que là, vous nous reprochez d'avoir des projets, vous nous reprochez de faire des investissements. Alors parfois on en fait pas assez, parfois on en fait trop, quand on fait pas bien, enfin bref, ça ne va jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'à cause de ces équipements qui nous coûtent cher, sur lesquels nous devons faire des travaux, et pour lesquels vous connaissez l'état de la piscine, vous savez à quel point elle est dégradée, eh bien à cause de ça, les Pouronnais ne pourraient plus avoir de projets comme celui que nous voulons mettre en place aujourd'hui. À cause de ça, on ne pourrait pas investir et mettre des choses en place, des actions, des ateliers à l'environnement, chose que les habitants demandent finalement. Parce que si on parle aussi de vos investissements sur les équipements sportifs, on peut rappeler les travaux sur l'anneau cycliste qui ont été réceptionnés en 2017, et puis finalement, 3 ans après, un anneau cycliste qui n'est plus praticable pour le vélo de route à bon niveau, c'est quand même dommage pour un anneau cycliste, avec des travaux, je le rappelle, qui coûtaient quand même plus de 122 000 €, le terrain de foot, près d'1 million. Le terrain de foot, on était obligé de refaire tous les travaux dessus il y a encore peu. Donc oui, nous sommes fiers de pouvoir mener ce projet qui coûte de l'argent, effectivement, mais de l'argent qu'on va chercher aussi à travers le mécénat, à travers d'autres recettes. Et puis un projet qui sera utile, je pense, aux bons Pouronnais sur le terrain qui est dédié entre l'IME et le centre de loisirs. Un projet qui va en lien avec ce que souhaitent les habitants finalement. On parle d'atelier à l'environnement, mais rappelez-vous, on a voté au mois de juin dernier un bail rural sur le site qui permettra aussi des activités de mini-ferme, d'agriculture permacole, d'aquaponie, pour ceux qui connaissent. Donc un projet, c'était évoqué la dernière fois au dernier conseil municipal par Denis Sago, un projet qui serait contraire aux dispositions de la loi ZAN. Alors là, je le vois clairement aux dispositions de la loi ZAN, puisque justement ces deux délibérations qui vous sont proposées, alors celle qui vous est proposée ce soir-là maintenant, et la prochaine sur la convention avec la métropole en Normandie, ces 3 délibérations, elles vont clairement dans le sens de cette loi. On pourrait parler d'autres projets, mais je m'arrêterai là. Donc oui, on est fiers de pouvoir mener ce projet, et on est fiers de soutenir, on est fiers d'aller chercher des recettes là où il y en a, parce que je rappelle, c'est Grand Couronne, c'est aussi une commune endettée jusqu'à 2029.
2029 au Mans, avec une dette de plus de 2 millions à rembourser. Donc oui, on assume et on va chercher des recettes et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on le fait. Donc je suis fière de vous mettre cette délibération ce soir aux voix. Il y aura la deuxième tout à l'heure sur la convention avec la métropole, parce qu'on travaille avec nos partenaires également, et on est fiers de travailler main dans la main avec ce collectif et des associations qui sont connues et reconnues. Donc si j'ai bien compris, un vote contre de votre part. Abstention. Pardon. Oui, je me permettais de rebondir, puisque vous m'avez interpellé sur quelques points. J'ai commencé mon propos en disant que j'avais aucun doute sur la qualité de l'aménagement et sur le fait que ce parc saura trouver des usages et apporter du service. C'était la première phrase de ce que j'ai commencé à dire. Donc, je pense que vous l'avez pas entendu, puisque vous m'en reprochez strictement l'inverse. Je ne vois pas en quoi il serait plus utile aux Essarts à côté du centre de loisirs qu'ailleurs dans la ville. Finalement, il est utile partout, puisqu'il est là pour les couronnés et pas pour une catégorie de couronnés. Il n'est pas là pour les Essartés, il n'est pas là pour les gens qui habitent le petit Essart. Il est une tête éventuellement, si derrière la tête, on avait l'idée de se dire que quand on fait ça, on n'aura pas d'air d'accueil des gens du voyage. La réalité, c'est qu'en fait, il est utile pour tout le monde et que finalement, peu importe où il se trouve dans la ville, on pourra l'utiliser, on pourra en profiter. Maintenant, la question que je pose, c'est de dire, est-ce que réellement ce site, hormis les idées qu'on a derrière la tête de se dire on n'aura jamais un camp de gens du voyage, est-ce que finalement le site est le plus propice? C'est la première question, est-ce que c'est le plus propice? Parce que est-ce que c'est là où il profitera le plus aux populations? Moi je pense à tous ces jeunes des quartiers d'Hydro, des Boutières, du bas de la ville. Est-ce que vous pensez réellement, et je peux l'entendre, qui vont prendre le bus, aller découvrir, alors, ils le font sans doute avec l'école ou le centre de loisirs, ou voilà, on trouvera ces interactions. Mais est-ce que c'est là où il est le plus intéressant? Première chose, je ne suis pas certain. Deuxième chose, oui, quand on dit les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus rien faire, moi désolé, quand j'ai plus d'argent, j'achète pas. Voilà, c'est comme tout le monde. Quand votre porte-monnaie est vide à la fin du mois, vous n'allez pas à Carrefour, vous achetez une nouvelle télé. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas faire de nouveaux investissements? J'ai envie de dire, malheureusement, oui. Tous ceux qui n'ont pas d'argent à la fin du mois rêvent de faire des investissements, acheter une voiture électrique, un vélo et une télé. Mais ce n'est pas possible. Donc il faut vivre avec ces moyens, il faut regarder aussi à ce que coûte cet investissement, parce que vous ne m'avez pas répondu là-dessus. Est-ce qu'il y a un chiffrage qui a été fait de ce que coûtera l'entretien? On a aujourd'hui dans la ville un état d'entretien des espaces verts, je le répète, mais qui est catastrophique. Jamais on a vu les espaces verts de la ville dans cet état. Et je pense que vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas de remarques des habitants par rapport à ça, c'est juste pas possible. Et donc, comment on va faire pour entretenir ce parc, c'est une autre question. Quant à la piscine, je vois que vous servez de cette délibération comme un cavalier pour me parler d'autre chose. Ok, l'étude dont vous parlez, qui, au-delà de porter un très bon nom, a été commandée par François Imray et Frédéric Sanchez à l'époque à la ville de Grand Couronne, pour regarder comment la piscine de Grand Couronne, parce qu'on crie à l'aide, et quand je dis qu'on, c'est François Foutel et Patrice Dupré criaient à l'aide auprès du président de la métropole de l'époque pour lui dire qu'on n'avait pas les moyens d'entretenir la piscine, que ce bâtiment était nécessairement d'intérêt communautaire et qu'il fallait le reprendre dans la gestion. Et ça a toujours été dit. Après, effectivement, la connaissance du fait qu'il faut 3 millions d'euros, voire un peu plus maintenant avec l'inflation, pour la remettre en état, on le sait depuis très longtemps. Quand Dominique Ramon a lancé les travaux de cette piscine, je me souviens d'un dîner où j'ai assisté avec lui et Patrice Dupré pour se dire, et si on se mettait ensemble pour faire une vraie piscine commune à nos deux villes, et je peux même vous dire où, en face de l'usine Chapelle d'Arbé, sur un terrain vague, où on a aujourd'hui Volvo Truck. Il y avait cette idée, et personne n'a jamais dit qu'on ignorait qu'il y avait 3 millions d'euros de travaux à faire à la piscine. Et en tout cas, si vous l'ignorez, et si les services l'ignoraient, les services ont même participé à cette étude, je ne vois pas comment ils pourraient ignorer ça, personne n'a jamais remis ça en cause, jamais. Simplement cette piscine, c'est un gouffre, personne ici autour de la table ne l'a voulu, je pense, en tout cas. On a toujours tout fait pour essayer d'avoir l'aide de la collectivité territoriale. Et grâce à cette étude, on a eu un fonds de soutien de 500 000 euros du président de la métropole pour aider la commune à essayer à faire face à ces dépenses.
Et aujourd'hui, la piscine, si vous voulez mon avis, c'est plus de 3 millions d'euros qu'il faut mettre, on le savait, notre majorité, notre équipe municipale avait prévu ça dans son programme de campagne, le premier investissement c'était 3 millions pour la piscine. Et il n'y a rien de il n'y a aucune découverte là-dedans. Juste pour terminer, mais les espaces verts, ça vous connaît, monsieur Dugnol, puisque vous posez la question du site. Pourquoi ce site? Vous préférez peut-être l'OAP qui était prévu sur ce site? L'OAP, l'orientation d'aménagement et de programmation qui a été travaillée dès 2016, au moment où vous étiez directeur de cabinet, je crois, monsieur Dugnol, pour un vote en PLUI, donc au plan local d'urbanisme de la métropole en février 2020. Là, vous n'étiez plus directeur de cabinet puisque parti pour notre orientation professionnelle. Et un projet qui était, je cite, d'urbaniser des espaces agricoles. Donc, je rappelle, entre l'IME et le centre de loisirs. Sur la superficie totale du site, donc 6 hectares, un projet de 40 logements à l'hectare sur ce site. 40 logements à l'hectare. Voilà pourquoi nous sommes sur ce site aussi, monsieur Dugnol. 240 logements sur le site. Voilà, c'était pour vous répondre sur le choix du site, au-delà de l'aspect évidemment que beaucoup d'enfants vont en profiter, les écoles de son loisir, l'IME également, puisque l'IME travaille aussi avec nous sur le site. Vous avez voté à la métropole, arrêtez, on peut pas. J'étais pas avec conseillère métropolitaine. Et même le conseil municipal, c'est pendant session, vous n'êtes pas sans ligne horaire, arrêtez de raconter n'importe quoi, vous l'avez voté en conseil. Je vais donc mettre en voie cette délibération sur l'espace socio-écologique multisport des Essarts. Donc on s'abstient. Donc abstention, j'ai bien noté. Donc 6 abstentions et 22 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe au pôle solidarité, Manuela, avec sa mise en place de contingent. Donc la loi portant l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Élan du 23 novembre 2018 rend obligatoire la gestion des contingents de réservation des logements sociaux en flux afin de fluidifier le processus d'attribution. Donc il est demandé d'approuver les conventions de gestion du contingent communal en flux entre la commune et les bailleurs sociaux, donc CDS Habitat, Crédit Habitat, Logis Enseigne, Logis Rep, Selvit, Siemeur et Habitat 76. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. « 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. On passe au pôle technique avec une délibération de cession immobilière. Bon, je vais essayer ce micro-là, apparemment il fonctionne bien. Cession immobilière de la parcelle AD745 pour une superficie de 200 m² à l'association Avicenne. Avicenne est propriétaire de la parcelle voisine de celle qui va être cédée et elle souhaite donc se porter acquéreur d'une partie de ce terrain. Donc ce n'est pas de toute la parcelle en vue d'une construction. Je ne travaille pas de secret, ils veulent construire une cuisine. Donc il est proposé d'approuver la cession à l'association Avicenne de cette parcelle de 200 m², au prix fixé par les services de la DRFIP, donc par les domaines, estimant la parcelle à 30 000 €. Merci Fabrice. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Je ne vois pas, je mets donc au voix. 28 votes pour, c'est donc adopté, je vous remercie. Le projet d'espace socio-écologique multisport des Essarts qui revient à la convention. Excuse-moi, Julien. Nous retournons. Ah, tu veux t'abstenir? Non, d'accord. Ok. Donc, projet d'espace socio-écologique multisport des Essarts, création des fameuses mares. Donc, par délibération du 20 septembre 2022, il est approuvé la réalisation de ce projet. Ce papier dans le projet, je ne vais pas faire de la redite, tu l'as dit tout à l'heure, l'agriculture urbaine, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Et donc, afin de mettre en œuvre l'axe écologique de ce projet sur le site, il a été souhaité la création de 4 mares, 3 d'une superficie de 80 m², une d'une superficie de 150 m², et également la plantation d'une haie bocagère, permettant le développement d'un patrimoine arboré sur ce site limitrophe de parcelles agricoles et forestières.
Au regard de la compétence de la métropole, il convient pour les procédés de confier les travaux par convention. Vous avez par la suite les 2 conventions techniques qui ont été rédigées par la métropole et par nos services. Il vous est donc proposé d'approuver ces 2 conventions techniques. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? J'aurais la même remarque mais pour l'investissement et qui entretient ces mares à terme. La métropole, puisque c'est une convention avec la métropole. D'entretien, parce que là c'est une convention de financement, de l'investissement. La métropole est responsable des mares aussi sur le territoire. Tout à fait. Je le prends dans le domaine Tout à fait. du propriétaire. Est-ce qu'il y a pas de remarques? Vous invite donc à voter sur cette délibération du projet de convention avec la métropole. Alors, 20. Il manque un vote. Toujours un vote. Appuyez bien sur les boutons. 22 votes pour, 6 abstentions. C'est donc adopté. Je vous remercie. Et la dernière délibération sur la dénomination du clubhouse. Fabrice. Alors, dénomination de 2 bâtiments sur Grand-Couronne, le relais petite enfance, RPE et le clubhouse de football. Il est proposé que le relais et le RPE en cours d'agrément et récemment ouvert au public soit dénommé Petit Rêveur. Et il est proposé que le clubhouse de football, situé à proximité du stade soit dénommé clubhouse de football Gérard Ruel. Merci Fabrice. Je dois préciser que nous avons reçu les remerciements de la famille de Gérard Ruel pour cette dénomination. Il y a des remarques sur cette délibération? Je vais me faire le porte-voix de mon ami Denis Sacco qui devait être là mais pour des questions de santé n'a pas pu venir avec nous. Et je sais qu'il avait préparé une petite intervention pour solliciter que le clubhouse soit dénommé du nom de Gérard Ruel dans l'espace Michel Lamazade. Ça lui tenait à cœur de faire une petite déclaration, mais je n'ai pas pu la récupérer avant. Mais Bernadette, sache que nous sommes de tout cœur avec toi, nous sommes très fiers que ce nom soit donné en son hommage. Merci beaucoup. Merci pour Bernadette. Je mets donc au vote cette délibération. « 28 votes pour, c'est donc adopté à l'unanimité, on va dire. Merci à vous, merci de terminer sur cette belle note collective. Merci, bonne soirée à vous, il est 19h55. Conseil municipal, merci.